Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau Premier ministre, des menaces de motion de censure, un gouvernement qu'on attend toujours, dont on devrait avoir les noms peut-être la semaine prochaine, et un gouvernement qui peine à trouver une majorité claire à l'Assemblée nationale. Les défis politiques sont nombreux, notamment en ce qui concerne le budget de l'État et la recomposition des alliances politiques. Pour ce rendez-vous fidélité, tour de table avec 3 députés, l'occasion d'avoir leur regard sur la situation politique actuelle et de se pencher sur leurs travaux en commission. Et en fin d'émission, comme chaque jeudi, nous accueillerons Tanguy Bertrand pour sa chronique « Les mots pour le dire ». Ce sont donc 3 députés du nouveau Front populaire de Loire-Atlantique qui ont répondu à notre invitation que nous avions lancée à tous les camps politiques. Ségolène Amiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise. Julie Laernos, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Les Écologistes. Et Fabrice Roussel, bonjour. Vous êtes député socialiste. Bonjour. Alors, jeudi dernier, après 51 jours d'attente, Emmanuel Macron arrêtait son choix pour le poste de Premier ministre. Samedi dernier, une partie de la gauche battait le pavé. Et vous, comment avez-vous reçu la nomination de Michel Barnier ? On commence avec vous, Ségolène Amiot. On a pris ça comme un affront, en réalité, un déni de démocratie. Emmanuel Macron a voulu ces élections législatives. Il a prononcé la dissolution de l'Assemblée en espérant peut-être récupérer une majorité. Les électeurs et les électrices l'ont sanctionné, ont clairement dit on ne veut plus d'une politique d'Emmanuel Macron telle qu'elle a été menée depuis 7 ans. Et au final, ils ont porté la gauche et l'ensemble, le NFP, en tête de ces élections. Et au final, on se retrouve avec un Premier ministre qui est issu du camp le plus petit représenté à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour nous un total déni de démocratie, d'une part. C'est aussi un refus d'entendre la voix des électeurs et des électrices. Et puis, ça donne un signal qui est quand même extrêmement grave aujourd'hui, je trouve, qui est de dire vous pouvez voter ce que vous voulez, on s'en fout. Julie Laernos, quel est votre regard ? Comment vous avez reçu cette nomination ? Déjà, on n'assiste pas à une crise démocratique sans précédent, mais à une crise des institutions en France. C'est-à-dire, on a vu, après la dissolution, une mobilisation sans précédent des Françaises et des Français qui se sont rendus aux urnes avec 2 messages clairs. Un, on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron. Les services publics sont à l'agonie. Les inégalités se creusent et sont en train d'exploser. Les tensions dans la société sont palpables. Il nous faut changer de braquet et changer de politique. C'est un message extrêmement clair. Le deuxième message qui a été envoyé par les Françaises et les Français, c'est que face au danger de l'extrême droite et du Rassemblement national, nous ne souhaitons pas que le Rassemblement national gouverne dans ce pays. Ces 2 messages ont été très forts, extrêmement clairs, et donnent la situation actuelle, dont Emmanuel Macron est le seul responsable, d'une Assemblée nationale divisée où aucune majorité large, confortable, ne se dégage. Il était de la responsabilité du président de la République qui a pris la responsabilité de dissoudre l'Assemblée quand le Rassemblement national était au plus haut, d'entendre ce message. Ce message, 1, de désaveu de sa politique, et de 2, de barrage républicain. Il était donc de sa responsabilité de faire en sorte que son camp se range derrière le nouveau Front populaire qui proposait de reconstruire les services publics qui ont été très mal menés, qui proposait de la justice fiscale et de travailler sur l'explosion des inégalités, sur la précarité. Je ne rappelle pas le nombre d'enfants à cette rentrée scolaire qui dorment à la rue, c'est plus de 2000. C'est une explosion en termes de chiffres et donc il y a des mesures concrètes et urgentes qu'il faut mener. Pour ça, le nouveau Front populaire avait un programme très concret et il était de la responsabilité du président de la République d'appuyer, même si ça ne lui convenait pas, même si ça cassait un certain nombre de réformes qu'il avait mis un point d'honneur à mener contre le pays, là aussi. Je pense notamment à la réforme des retraites. Et donc, il a raté le coche, et je partage ce que dit ma collègue Ségolène Amiot. Il envoie un message extrêmement inquiétant pour notre démocratie, c'est-à-dire à quoi ça sert de voter, puisqu'il nomme un Premier ministre, Michel Barnier, qui, je rappelle, est issu des Républicains, qui a fait 4,7% aux dernières échéances électorales, avec un peu moins de 50 députés à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement inquiétant, y compris pour la stabilité de notre démocratie dans notre pays. Fabrice Roussel, vous êtes d'accord avec vos collègues ?
Oui, bien entendu, il y avait une logique institutionnelle à ce que Emmanuel Macron propose à Lucie Castet de devenir Premier ministre, de former un gouvernement. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est le camp qui est arrivé en tête, à qui on propose cette fonction, d'autant plus qu'on avait fait ce travail, nous, de pouvoir proposer un nom commun au niveau du nouveau Front populaire. Mais je pense qu'on est dans un moment où Emmanuel Macron n'a pas voulu que la gauche exerce le pouvoir. Il a voulu garder la main, et dans ce sens-là, c'est bien un déni de démocratie, c'est bien un comportement qui ne respecte pas le vote des Français, parce que majoritairement, les Français ne voulaient plus de la politique d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'il y a de plus grave dans ce moment-là, je trouve encore, c'est qu'on a été nombreux à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement national en 2017 et en 2022. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a eu une politique publique qui a dégradé les services publics, a aggravé l'incohésion sociale qui existe dans notre pays et qui finalement a contribué à faire en sorte que le RN ait un score meilleur. Il a fait la dissolution. En faisant cette dissolution, il savait très bien que le Rassemblement national serait haut à l'Assemblée nationale le 7 juillet. Il ne pouvait pas croire qu'il y aurait un sursaut de son camp dans le climat que nous connaissions avec le résultat des européennes. Et maintenant, il met la France à la merci du Rassemblement national, puisque le gouvernement que doit constituer Michel Barnier sera finalement sous la coupe du Rassemblement national, avec des conditions que met déjà le Rassemblement national, qui mettent en cause là aussi la cohésion sociale et la solidarité de notre pays. On va revenir justement sur le Rassemblement national, mais d'abord, vous parliez donc de Lucie Castet. Beaucoup voulaient censurer Lucie Castet, là où en fait finalement Cazeneuve aurait pu rassembler. Est-ce que en voulant imposer absolument Lucie Castet, vous n'êtes pas passé un peu à côté de la mission que vous ont confiée vos électeurs ? Moi, je ne crois pas. Il y a eu ce travail collectif. D'ailleurs, Lucie Castet avait bien conscience de la composition de l'Assemblée nationale, puisqu'elle a dit très tôt qu'il fallait aller chercher des compromis, qu'il fallait aller chercher des majorités sur des textes, que le programme du Front populaire était une base de discussion. Oui, mais elle n'allait pas passer, puisque de toute façon, elle aurait été censurée. En tout cas, quand on n'a pas essayé, on ne sait pas. Voilà. Et donc, je pense que c'était cette logique institutionnelle. Et puis, pour revenir à Bernard Cazeneuve, on avait forcément des différences au sein du Nouveau Front populaire, y compris au sein de mon parti, le Parti socialiste. Mais là aussi, je crois qu'il ne faut pas se leurrer dans le moment qu'on a vécu. Je le répète, Emmanuel Macron ne voulait pas de la gauche. Bernard Cazeneuve, on ne connaissait pas forcément son programme, il n'est pas venu voir le Nouveau Front populaire. Le PS et le Nouveau Front populaire ne sont pas non plus allés le voir. Mais par exemple, il était très clair qu'il allait remettre la réforme des retraites en jeu. Il allait proposer l'abrogation. Et ça, Emmanuel Macron n'en voulait pas. Donc, c'était un leurre, cette candidature de Bernard Cazeneuve. Donc, voilà. Donc, moi, je confirme qu'on est dans un moment où Emmanuel Macron a voulu garder la main. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il mène une politique de droite. Donc, il est certainement très content d'avoir un Premier ministre républicain. Et ça, forcément, ce n'est pas ce que les Français attendaient. Vous parliez du Rassemblement national. Emmanuel Macron dément toute implication dans la nomination de Michel Barnier. Vous dites que le RN, aujourd'hui, tire les ficelles du jeu ? Moi, ça me paraît une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron annonce, ou du moins lance ce nom de M. Barnier et qu'il a alors c'est même pas un blanc-seing, mais il a l'aval de Marine Le Pen pour dire on ne le censurera pas d'emblée, dire c'est bon, on peut y aller, pour finalement entendre ce matin que finalement, on va quand même le censurer parce que une des seules choses qu'il ait pu proposer d'un point de vue programmatique, c'est plus de justice fiscale. C'est une des seules choses, vraiment en termes de programme, à part la proposition de recréer un ministère de l'immigration. Pour le moment, on n'a rien entendu des propositions de M. Barnier. Mais remettre de la justice fiscale, ça, il l'a dit. Et effectivement, aujourd'hui, où nos finances sont dans un état catastrophique, c'est-à-dire que le bilan d'Emmanuel Macron après 7 ans et de ses gouvernements, c'est une des pires situations de crise et de dette pour la France. Qui est due notamment à la crise du Covid.
on ne va pas pouvoir mettre ça sur le dos du Covid pendant 107 ans, en fait. Oui, il y a eu effectivement des déficits. Oui, l'État est intervenu et tant mieux. Après, est-ce qu'il est intervenu de façon pertinente ? Ce n'est pas toujours le cas. On a encore des entreprises qui nous disent, nous, on a reçu de l'argent sans l'avoir demandé. Donc, il y a vraiment une question à se poser. Mais c'est surtout, à force de réduire les dépenses à tout bout de champ, à force d'augmenter, au contraire, les cadeaux fiscaux, à force de réduire les recettes surtout, c'est-à-dire de réduire les impôts de tous et surtout de ceux qui peuvent le plus participer, c'est-à-dire les plus grosses entreprises, ceux qui ont des actionnaires, ceux qui distribuent des dividendes. Donc là où il y a de l'argent, tout simplement, on a fait des cadeaux pendant des années. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que les caisses sont vides. On demande à nos services publics de faire toujours plus d'efforts et même, on a pu le voir là au cours des 2 dernières années, de dire ok, on va vous aider sur tel et tel point. On a entendu que vous aviez des difficultés. On va pouvoir, par exemple, je pense aux oubliés du Ségur à qui on a promis de pouvoir finalement avoir cette prime Ségur après le Covid et qu'on se rend compte que l'État n'a pas mis au bout. C'est-à-dire qu'ils leur ont promis que oui, ils allaient rattraper les choses et finalement, ils n'ont pas mis l'argent. Donc aujourd'hui, on a des collectivités locales, on a des départements qui ne sont pas en capacité de répondre à cette promesse, qui n'ont pas les financements pour pouvoir répondre. Et on laisse l'État faire, continuer. Et donc, venir dire aujourd'hui que le Rassemblement national vient de nous dire aujourd'hui, on censurera le gouvernement Barnier s'il augmente les impôts. Alors déjà, c'est de quels impôts on parle, mais c'est surtout, ça vient dire, finalement, laissez-nous appliquer notre ligne, appliquer notre politique, sinon on censurera. Et là, je pense qu'il y a un problème et je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur politique en allant s'allier littéralement avec non seulement LR qui ce parti s'était allié lui-même avec le Rassemblement national, d'une part, mais aussi en attendant l'aval de Marine Le Pen. Alors, on reviendra sur le budget, qui est un des points les plus importants. Il devrait y avoir une motion de censure votée par la gauche que vous représentez. Vous, Julia Ernauss, vous voterez la censure ? Bien évidemment, ça ne fait aucun doute. Je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est que à la précédente mandature, les 2 ans qui viennent de s'écouler, Emmanuel Macron n'avait pas de majorité non plus à l'Assemblée nationale. Et il avait une majorité dite relative avec le groupe des Républicains. On en a vu les fruits sur les politiques qu'ils ont menées. Ils ont notamment proposé un projet de loi honteux sur l'immigration, tellement honteux qu'il s'est fait censurer, il le savait, retoqué par le Conseil constitutionnel sur des choses qui étaient même contraires à notre humanité, mais aussi à notre Constitution, fort heureusement. Dans la situation politique dans laquelle Emmanuel Macron s'est placé, il a rabougri, puisqu'ils ont reperdu une centaine de députés sur le camp centriste, et puis le Rassemblement national a augmenté. Donc le bloc LR plus Emmanuel Macron est très loin des 289 députés requis pour avoir une majorité. Et donc, il s'est assuré, pour soi-disant assurer une stabilité dans le pays, de la non-censure du Rassemblement national, avec un certain nombre de conditions, puisqu'on a bien vu que Xavier Bertrand, ça n'est pas ma tasse de thé, surtout pas en matière d'écologie, ni de solidarité, mais lui avait été extrêmement clair sur le front républicain. Le Rassemblement national n'en a pas voulu et donc ils ont trouvé un dénominateur commun, Michel Barnier, qui lui n'a jamais dit qu'il fallait faire front républicain contre le Rassemblement national. Et donc on voit bien que le Rassemblement national tient là toutes les ficelles et va faire sauter à la corde cette nouvelle alliance des républicains, forces très minoritaires dans notre pays qui vont avoir des ministères et des pouvoirs qu'ils ne devraient pas avoir, avec le plein soutien d'Emmanuel Macron. Et donc, ils vont les faire sauter à la corde jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et on a vu, pour l'avoir vécu pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national peut dire A et le lendemain dire B. Et donc, il peut voter noir et puis après, il peut voter blanc.
Voilà. Ils préfèrent voter blanc par ailleurs, mais c'était peut-être... Mais on voit bien la complexité. Et donc, pour nous, il n'y a aucun doute. Il y a un problème démocratique. On l'a dit, le NFP a la majorité des députés. On n'est pas majoritaire tout seul, mais on a le plus grand nombre de députés à nous seuls. Et donc, Emmanuel Macron et le bloc centriste avaient un choix très clair. C'était de respecter la démocratie, et même si ça ne leur plaisait pas, de travailler avec nous pour faire passer un certain nombre de réformes essentielles, parce qu'il me semble que chacun voit la casse des services publics et le résultat aujourd'hui de l'augmentation de la précarité. On peut parler de la précarité étudiante, des enfants à la rue, des salaires de 1 Français sur 10 qui n'arrive pas, qui renoncent à se soigner faute de moyens, à 2 Français sur 10 qui l'année dernière n'ont pas réussi à honorer leurs factures, etc. Ou à 4 Français sur 10 qui disent ne pas manger exactement ce qu'ils veulent faute de moyens là aussi. La crise du logement qui est sans précédent. Il y a un certain nombre de problématiques. Il va y avoir la manifestation des soignants samedi prochain. Tous nos services publics sont à l'agonie. On voit la manière dont l'école a été malmenée. L'école, c'est le moyen d'émancipation de chacun et de chacune. Une société qui n'investit plus dans l'école, c'est une société qui ne croit plus en l'avenir. Et donc, on est dans un moment extrêmement grave. Il faut entendre, je veux dire, la réforme, par exemple, du choc des savoirs. Oui. Qu'en est-il à la rentrée ? Oui, là, un tiers des établissements, un tiers des établissements ne l'ont pas appliqué. En Loire-Atlantique, il y a eu une forte mobilisation. Des établissements ne souhaitent pas l'appliquer parce que c'est contraire aux valeurs, même au fondement même, au sens qu'il y a au travail et au métier d'enseignant, qui est en dehors du fait que c'était une réforme totalement inefficace. Donc on voit bien qu'il y a un moment donné, dans les errements qui ont suivi, il y a une nécessité de rediscuter, de prendre conscience de l'état du pays, de prendre conscience qu'il faut inventer des nouvelles solutions. Et donc il n'y a aucun doute sur le fait que l'ensemble du nouveau Front populaire votera cette motion de censure. Vous dites l'ensemble, mais certains ne la voteront pas au sein du NFP, ou tout le monde... Enfin, j'ai plutôt le sentiment que certains ne voteront pas cette motion de censure. Écoutez, Fabrice Roussel, vous la voterez, cette motion de censure ? Entendu, je la voterai pour 2 raisons, mais au niveau du Parti socialiste, nous sommes aujourd'hui très clairs sur le vote d'une motion de censure pour 2 raisons. La première, c'est le déni démocratique, le fait que nous ayons un Premier ministre qui ne corresponde pas au vote des Français. Donc ce non-respect du vote, je pense que nous devons le sanctionner. Et puis il y a une deuxième raison. On a porté dans cette campagne plus de justice sociale, plus de justice fiscale, plus de services publics, plus de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer ? Des coupes sombres dans le budget de l'État, dans de nombreux services publics. On se glorifie de sortir des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. On est en train de proposer, le gouvernement sera certainement à proposer des coupes dans le budget de la jeunesse et des sports, par exemple. On est en train certainement de nous préparer, évidemment, des décisions sur l'immigration qui vont plaire au Rassemblement national pour éviter la censure. Et on est certainement en train de nous préparer une hausse de la TVA, d'où je pense la réaction du Rassemblement national ce matin. Une réaction qu'ils ont donnée ce matin, oui. Et donc, là aussi, on va continuer dans une injustice fiscale. Donc, voilà, dans les éléments que nous avons aujourd'hui, la politique qui est en train d'être préparée par Michel Barnier, vous comprendrez qu'elle ne nous convient pas, et donc c'est pour ça que nous souhaitons la censurer. Ça paraît logique quand on vous entend, mais pour finalement renverser ce gouvernement, il faut pour que la motion de censure soit effective, il faut obligatoirement les voix du RN. Est-ce que ça vous dérange pas ? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui. Et ça fait donc vous êtes prêt à vous allier avec les membres du RN pour renverser le gouvernement ? En fait, c'est pas une alliance. C'est à partir du moment, et ça on l'a vécu là déjà pendant les 2 dernières années, à partir du moment où il y a un texte sur la table, que tous les députés sont invités à se prononcer, chacun fait ce qu'il entend. L'alliance, elle existe aujourd'hui avec les partis du NFP. Ce sont déjà une base c'est sur une base de travail qui est un programme commun sur lequel nous nous sommes alliés, justement. Après, nous proposons effectivement la censure du gouvernement, nous proposons même la destitution d'Emmanuel Macron avec la France Insoumise. Chacun sera amené à se positionner. Mais c'est pas sûr que le Rassemblement national vote la censure. C'est absolument pas sûr. Donc et puis on va pas aller discuter avec eux aujourd'hui pour savoir si ils vont le faire ou non. Par contre, il faut bien que nos auditeurs aujourd'hui entendent qu'on ne peut pas se dire être un parti d'opposition, se dire qu'on s'oppose à Macron et à sa politique
tout en lui donnant un blanc-seing, en validant son gouvernement et en votant main dans la main 90% des textes qui sont proposés. C'est déjà ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils ont crié au loup à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion pour chaque texte proposé par la Macronie. Pour autant, ils les ont votés. Et jusqu'ici, ils ont été effectivement, ce qu'on entend régulièrement, l'assurance vie de la Macronie. L'assurance vie de ce parti néolibéral et de la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont toujours voté avec eux. Donc, c'est là où, en fait, on va voir qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Et c'est ça aussi ce qu'attendent, je pense, aujourd'hui les Françaises et les Français qui ont voté, c'est d'avoir des gens qui non seulement s'engagent, mais mettent des actes au bout de leurs promesses. Alors pour revenir au budget, effectivement ce sera le premier casse-tête du gouvernement puisque ce sont 30 milliards d'euros d'économies qu'il va falloir faire pour éviter la récession. On le disait, Michel Barnier envisage une plus grande justice fiscale, ce qui va dans votre sens. Éric Coquerel, député de la France Insoumise et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, parlait ce matin sur France Inter d'une volonté de débat pendant une séance exceptionnelle. Déjà, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous y préparez, Julie Lernos? Tout à fait. Ça fait ça fait 2 mois que nous avons été élus et donc nous avons travaillé sur des propositions de loi, mais nous avons évidemment aussi travaillé, y compris dans le cadre du nouveau Front populaire, sur le budget, puisque nous nous placions dans la perspective d'avoir Lucie Castet comme première ministre. De ce point de vue-là, Éric Coquerel, avec Charles de Courson, qui est rapporteur général du budget à la Commission Finances. Et Lyotte. Oui. Pour le groupe Lyotte, mais qui ne fait pas partie du NFP, non, mais qui fait un travail important, ont demandé des documents complémentaires, puisque le gouvernement de Gabriel Attal et maintenant de Michel Barnier n'avait pas forcément la légitimité pour préparer un budget et un budget d'austérité. La première chose qu'on peut voir dans les éléments et dans l'audition qui s'est déroulée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, c'est qu'on n'a pas un problème de dépenses. On a un problème de recettes. C'est-à-dire que depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est en place, on a structurellement baissé les impôts pour les plus riches. Ce qui fait que les inégalités se sont accrues. Donc le quoi qu'il en coûte, finalement, était important. Mais il a eu raison de le faire, mais il fallait en même temps trouver des recettes. Et ce n'est pas une question il a allégé, c'est-à-dire il a exonéré les grosses entreprises, les dividendes d'imposition, il a supprimé l'ISF, on a supprimé la taxe d'habitation, et toutes ces suppressions d'impôts ont profité à qui ? Elles ont profité aux plus riches qui payent l'impôt sur la fortune en France. Ce qui fait que mécaniquement, et on le voit dans des graphiques qu'Éric Coquerel a projetés, les 500 plus grandes fortunes en France ont pratiquement doublé leur patrimoine financier. Et donc, on voit bien qu'il y a une manne financière qui est là, qui est présente, et qu'on n'est pas allé chercher. Et à l'inverse, on voit que les plus pauvres, et surtout, la mesure fiscale la moins égalitaire, c'est la TVA. Pourquoi c'est la moins égalitaire ? Parce que les plus pauvres dépensent l'ensemble de leurs revenus et donc vont payer une taxe supplémentaire, c'est-à-dire la TVA sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les riches en ont qui dorment sur leur compte en banque, dans du patrimoine immobilier et qui donc ne payent pas du tout la même somme sur l'ensemble de leurs revenus. Et c'est extrêmement inquiétant. Et je veux dire, il y a une idée reçue, souvent, de dire que la gauche ne gère pas bien les finances publiques et serait des énormes dépensiers, etc. Et que la droite gérerait bien les finances publiques. Quand on regarde d'un point de vue objectif, les collectivités territoriales qui sont gérées par des présidents ou des maires de gauche ou des présidents et des maires de droite, on voit que, au contraire, c'est la gauche qui gère bien mieux les finances publiques, et y compris elle fait les dépenses qui sont obligatoires pour la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va rogner et qui vont avoir des coûts supplémentaires dans la société. Je prends un exemple sur les soins. Les personnes qui ne vont pas se faire soigner, la psychiatrie par exemple. On investit. La Loire-Atlantique est d'ailleurs un département sous-doté, mais il y a plein de territoires où on manque... 23 lits viennent d'être fermés à Blain. Tout à fait. Donc ça accroît la pression et la crise sur Nantes, parce qu'on prenait déjà des patients du Mans, de Saint-Nazaire, etc. Ça fait des troubles, du désordre, des personnes qui ne sont pas soignées, qui sont soignées qu'en temps de crise. Donc ça fait des dépenses
supplémentaires et ça ne résout rien. Oui, donc vous dites, on ne revient pas aux origines des problèmes, on essaie de... En rognant bêtement sur un certain nombre de dépenses publiques, on en crée beaucoup plus en réalité et on crée du désordre en plus dans la société. Et la grande oubliée du débat actuel, c'est l'écologie. On y reviendra justement. Dans quelques instants, ce sera le temps des dossiers de rentrée. Quels projets portent nos députés dans leur commission? On y revient. Juste avant, ce sera l'instant F. Mais tout de suite, un petit peu de musique avec Michel Berger et ça balance pas mal à Paris. Je suis née ici, pas à Memphis, je suis de Paris, pas de Paris. j'ai jamais connu Cab Calloway, J'ai jamais rien produit sur Broadway, je connais pas si, pas Albany. je suis pas Yankee, T'es un titi, moi je suis pas pour les cocoricots, mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. je veux faire un show, Je demande pas mieux, mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. mais je veux pas copier Ginger Rogers, Pourquoi toujours America First? West Side Story, C'est bien fini, le parapluie, c'était joli. mais je veux faire quelque chose à moi, Faudra travailler mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal, ça balance aussi. C'était Michel Berger, ça balance pas mal à Paris. Une des promesses de ce rendez-vous, c'est de permettre aux auditeurs de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel de mieux connaître nos invités. Alors tout de suite, c'est l'Instant F. L'Instant F. C'est toujours intéressant quand on a une personnalité politique de comprendre comment elle en est arrivée là. Fabrice Roussel, vous avez 51 ans, vous êtes une figure politique locale. Vous étiez premier vice-président de Nantes Métropole, ancien secrétaire départemental du Parti Socialiste et maire de la Chapelle-sur-Erdre. Je reprends mon souffle. Fonction que vous avez abandonnée pour ce premier mandat de député. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en politique? Vous étiez prof d'économie. C'est un engagement local, d'abord, puisque quand je me suis retrouvé sur une liste municipale, ça faisait suite à un engagement bénévole dans une structure pour accompagner les jeunes de mon quartier dans leur éducation. Donc, moi, je suis issu de cet engagement local et puis aussi un engagement politique. Ça fait 30 ans que je suis adhérent du parti socialiste, parce que pour moi, c'est aussi important d'être dans un collectif, de partager des valeurs, et puis aussi avec le travail que j'ai essayé de mener pour, moi, localement, rassembler la gauche. Et c'est pour ça que ce rassemblement du Nouveau Front Populaire était aussi important pour moi. Cette première aventure parisienne au Palais Bourbon, comment est-ce que vous la vivez? Qu'est-ce que vous avez découvert en tant que jeune député que vous pouviez ignorer tant sur votre poste que l'Assemblée elle-même? Pour l'instant, il y a, je pense, encore beaucoup de choses à découvrir. Le travail, c'est trop tôt. Le travail parlementaire est un travail différent d'un travail de collectivité dans
l'élaboration des décisions et donc des lois. C'est pas du tout le même processus. Donc ça, c'est encore à venir, même si on a commencé à y travailler. On y reviendra tout à l'heure. Après, voilà, le travail d'un député, ça se rapproche aussi beaucoup d'un travail de maire parce qu'il faut être sur le terrain. Voilà, il faut suivre les dossiers locaux. Voilà, par exemple, moi, sur ma circonscription, j'ai le sujet de Saunier Duval avec 250 suppressions d'emplois. Donc voilà, donc c'est comment on continue de suivre les dossiers de son territoire. Donc, en ce sens-là, ça se rapproche quand même beaucoup du travail d'élus locaux, du travail d'élus de terrain, mais voilà, tout le travail parlementaire. Après, il ne faudra pas oublier le terrain par rapport aux problèmes nationaux, aux problématiques nationales. Oui, mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre mission de député, c'est comment on profite de notre expérience locale, des sujets du quotidien des habitants et comment on porte ça à l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des réponses et améliorer la vie des gens et continuer à faire du progrès social. Ségolène Amiot, vous avez 38 ans. Vous êtes originaire du Finistère et vous êtes depuis 2016 engagée à la France Insoumise. Vous avez été élue députée en 2022. Vous étiez alors une inconnue, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, justement, vous ? Moi, mon engagement, il est parti aussi, comme Fabrice, d'un engagement associatif, puisque je me suis engagée auprès du centre LGBT à Nantes il y a un peu plus de 20 ans, non, presque 20 ans, et puis ensuite d'un engagement syndical dans mon entreprise. Et en fait, c'est cet engagement syndical qui s'est heurté à l'époque à la casse du Code du travail. Lorsque les premières lois Macron et El Khomri sont sorties, on a cassé le Code du travail, je me suis retrouvée démunie en fait à pouvoir aider mes collègues en tant que syndicaliste. Je perdais des outils pour accompagner mes collègues. Et à ce moment-là, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était de dire il faut changer les lois. Donc je me suis rapprochée effectivement de la France Insoumise qui portait un programme qui me plaisait énormément et qui portait la candidature d'une femme incroyable qui était infirmière dans un centre socio-culturel, enfin voilà, quelqu'un du terrain, quelqu'un qui me ressemblait, et je trouvais ça important justement vis-à-vis de ces politiques qui sortaient et que je trouvais très déconnectées de notre vie, de notre quotidien, d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui soient vraiment connectés au terrain pour nous représenter. Donc voilà comment je me suis engagée politiquement et puis ensuite, à force de travail, de proposer ma candidature. Alors j'ai entendu dire que vous aviez fait des études d'ostéopathie. C'est vrai. J'ai fait 5 ans d'études d'ostéopathie que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas mon diplôme, faute à beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ont des raisons politiques. Par exemple, le fait que ce soit des études privées très chères. Que je n'avais pas de soutien familial pour pouvoir payer ces études, est lié aussi au fait que je suis dyslexique et que c'est un handicap quand on veut faire des études longues, des études qui nécessitent de bachoter, comme on dit, et que c'est pas forcément très bien pris en compte, notamment dans les structures privées, mais dans le public pas beaucoup non plus. Mais votre passé vous guide aussi dans les mesures à prendre aujourd'hui ? Évidemment, en fait, mon passé, c'est aussi qui je suis, ce que je suis. L'avantage, j'ai quand même fait 5 ans d'études qui m'ont appris énormément de choses sur le fonctionnement de la santé, sur le corps humain, sur des choses qui vont pouvoir me servir de toute façon. Exactement. Qui vont de toute façon pouvoir me servir tout au long de mon expérience de députée, mais dans d'autres domaines aussi. Je suis intimement convaincue que même sans diplôme, même si je n'ai pas pu exercer cette profession, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai beaucoup appris et que forcément, ça va me servir d'une manière ou d'une autre. Julie Laernos, vous avez 42 ans, vous êtes née aux Pays-Bas et vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez débuté votre carrière politique en 2006 avec Europe Écologie Les Verts. En 2014, vous êtes élue à la mairie de Nantes. 18 ans de carrière politique. Vous n'avez pas eu envie de faire autre chose ou d'élargir votre champ de vision ?
J'ai eu envie de faire plein d'autres choses et à plein de moments, et je n'avais pas du tout anticipé de faire quoi que ce soit, et surtout pas une carrière politique. Parce que Même en faisant des études politiques? Non, il faut... moi, je suis née aux Pays-Bas, j'ai fait ma scolarité, j'ai un bac néerlandais, et donc je suis sur les conseils d'un prof que j'avais en licence aux Pays-Bas, venu faire un master. Il m'a dit, tu parles français, puisque ma mère est française, va donc faire des études en France. C'est marrant, parce que les Français ne lisent pas trop les autres auteurs des autres pays, et donc c'est particulièrement intéressant d'aller étudier les sciences politiques en France. C'est ce que j'ai fait. J'ai été très déçue de Sciences Po Paris. Pourquoi ? Parce que on forme une élite. D'ailleurs, on nous passe un film sur tous les grands journalistes, les grands hommes et femmes politiques qui sont passés par cet institut-là. Sur le fond pédagogique, on n'apprend pas. Moi, j'ai fait 1 an d'histoire à la Sorbonne que j'ai trouvé bien meilleur en termes... J'ai beaucoup plus appris là-bas, l'histoire de l'histoire, regarder les sources, etc., la psychologie sociale, Et à Sciences Po, j'ai eu des hommes et des femmes politiques qui essayaient de me convaincre qu'ils avaient raison. Et en fait, moi, c'est pas pour ça que je faisais des études. Et donc, ça m'a plutôt... C'était plus des études qui vous formataient? Voilà. Et j'ai fait un master sur l'Europe parce que comme j'étais de 2 nationalités de l'Union européenne, ça me semblait intéressant dans mon parcours. Mais en fait, ça m'a forgé. C'était au moment aussi des manifestations contre le contrat première embauche. Moi, j'habitais en Seine-Saint-Denis, par ailleurs, parce que mes parents n'avaient pas... J'ai pris un emprunt étudiant pour me payer mon master, etc. Donc, j'étais confrontée aussi à 2 mondes en même temps. Et donc, ça m'a un peu inculqué la contre... en tout cas, j'ai eu très envie d'interroger le système à Sciences Po Paris. Donc, j'étais déléguée de classe pour dénoncer un certain nombre de choses. Donc, ça m'a plutôt inculqué à avoir une pensée qui soit très différente. Et ça m'a fait très peur sur le système français qui fait qu'effectivement, quand vous avez un master à Sciences Po Paris, toutes les portes sont ouvertes. Et on a donc une élite qui est dans l'entre-soi et qui, pour l'avenir du pays, c'était déjà ma réflexion en 2005 quand j'étais à Paris, fait de l'entre-soi et ne laisse pas de place et n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit, puisque le système fonctionne bien. On se sert les uns les autres. Moi, j'ai refusé qu'on donne mon numéro de téléphone ou mon adresse ensuite à mes camarades de classe, parce que je n'avais rien partagé réellement avec elles et eux. Et donc, ça m'a plutôt forgé un caractère et une conscience politique qui était très différente de ce qu'on devait normalement m'enseigner à Sciences Po. Mais voilà. Alors comment vous vous nourrissez justement pour échapper à ce monde d'entre-soi ? Je veux dire, les postes que j'ai occupés, j'ai trouvé, notamment quand j'étais chef de cabinet à Montreuil, j'ai vu l'énorme précarité, la très grande différence entre le bas et le haut Montreuil, celle qui était reliée au métro et celle qui ne l'était pas, des personnes qui n'avaient pas l'eau courante chez eux ou de la terre battue. Enfin, j'ai vu des personnes en très grande précarité. J'ai géré aussi j'étais juste arrivée en poste, j'avais 25 ans, un camp de Rome qui a brûlé, il fallait gérer avec les ambassades, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau, etc. Enfin, des choses très concrètes et très pratiques où la politique, en réalité, elle peut changer quelque chose. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai voulu clore, donc j'ai pas réussi à le clore, mon parcours politique par avoir un mandat moi-même, j'ai choisi le mandat local parce que je trouve que le mandat local et municipal est un mandat où on voit les parties prenantes, les associations, les habitants, etc. Et on peut monter des projets, on peut changer réellement un certain nombre de choses. Et donc, je suis assez fière de ce que j'ai pu aussi mener à la ville de Nantes et à la métropole, puisque parallèlement, j'avais aussi une conscience et une peur folle quand j'étais petite déjà du réchauffement climatique, de la dégradation de la biodiversité. Moi, c'est Severn Suzuki au sommet de la Terre de Rio qui a à peu près le même âge que moi et ça m'interpelle et je ne comprends pas pourquoi le monde des adultes, le monde des élites, ceux qui décident, n'agissent pas par rapport à ça. Et ça crée des inégalités partout dans le monde. On en voit, on n'en parle plus du tout, mais ça crée aussi et vous pensez qu'avec la politique, ça marchera mieux qu'avec un engagement associatif, par exemple ? Je pense que tous les engagements se valent. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres. Et je me suis dit que si la politique est réservée à celles et ceux que j'ai vus sur les bancs de Sciences Po... Alors ça ne bougera pas. Alors ça ne bougera pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Tanguy Bertrand sera avec nous dans quelques instants pour sa chronique Les mots pour le dire. Avant cela, quel projet chacun de nos députés va-t-il porter dans sa commission ? On en parle tout de suite.
Nous sommes pour ce rendez-vous fidélité avec, je le rappelle, 3 députés du Nouveau Front Populaire, Ségolène Amiot pour la France Insoumise, Julie Laernos pour les écologistes et Fabrice Roussel pour le Parti Socialiste. Alors vous êtes tous les 3 membres de différentes commissions à l'Assemblée nationale. Pour nos auditeurs de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel qui ne sont peut-être pas familiers avec ces travaux, vous allez nous expliquer quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement et comment vous les articulez avec les attentes de vos électeurs en Loire-Atlantique. Avant cela, à quoi ressemble le quotidien d'un ou d'une députée, Julie Laernos? Les électeurs disent souvent qu'ils se sentent éloignés des décisions prises à Paris. Comment on gère son temps entre le terrain et le national? C'est compliqué et c'est complexe. Ça reste une complexité, y compris qu'on a un mini bout de vie personnel qu'on essaye de maintenir aussi. Sinon, on est complètement déconnecté, je pense, de la réalité. Mais je pense qu'on passe beaucoup de temps à Paris. Dans les commissions. Après, ça dépend dans différents groupes. Donc, concrètement, la vie d'un député, c'est le mardi matin, tous les groupes ont une réunion de groupe. Ensuite, on a les questions d'actualité au gouvernement. Et puis, on a la session qui commence. Le mercredi matin, on a tous des réunions de commission. Ça dépend dans quelle commission on siège. Et ensuite, on a des travaux. Moi, j'ai participé, par exemple, sur le premier mandat à une commission d'enquête. C'était des auditions. Je pense que c'était une vingtaine d'heures par semaine en plus du travail sur l'énergie. J'ai fait une mission d'information sur la rénovation. Pareil, c'était des auditions de l'ensemble du secteur. Ça a duré un peu plus de 7 mois. Voilà, j'ai participé à l'élaboration de la loi sur la fin de vie. Voilà. Et après, c'est quand on est chef de file pour notre groupe politique. Là, il faut enchaîner et les commissions, parce qu'un texte passe d'abord en commission. Il est amendé en commission et c'est le texte amendé qui ensuite passe en séance publique. Et puis après, il y a tous les textes globaux sur lesquels on n'est pas forcément chef de file, mais par exemple, quand on parle de la réforme des retraites, ça a été une mobilisation de plusieurs semaines, tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits à l'Assemblée nationale. Et donc, parfois, on est assez déréglé. Et puis, moi, j'avais quand même l'avantage d'être élu local. Donc, j'avais déjà un pied avec les maires de ma circonscription notamment. Mais il y a des dossiers extrêmement brûlants. J'ai parlé de la psychiatrie, mais je veux aussi parler du réaménagement de Nantes-Atlantique avec les nuisances sonores, l'annulation de l'appel d'offres. Donc, en fait, c'est des dossiers aussi très concrets qui arrivent, mais ça peut aussi être sur la non-application de la loi Ségur dans un EHPAD, dans une commune, etc., etc. Et puis, pour faire le lien, parce que c'est un reproche qu'on entend, j'ai tenu aussi à faire des réunions thématisées sur un certain nombre de thèmes. Par exemple, la dernière que j'avais faite à Nantes-Sud avant la dissolution, c'était sur le droit des femmes, l'inscription du consentement dans la loi avec ma collègue Marie-Charlotte Garin, mais Anne Bouillon aussi, avocate au barreau de Nantes spécialisée sur ces questions, et Dominique Rimbourg, qui était mon prédécesseur de gauche sur la circonscription et aussi président de la commission des lois. Et en fait, ça rend aussi plus concret et plus palpable ce qu'on fait et ce qu'on fabrique dans la loi, ce qu'on est en train de construire pour les habitantes et les habitants. Et je l'ai fait sur notamment les polluants éternels. On avait notre niche là-dessus. J'ai fait couper des cheveux à des habitants pour voir comment ils étaient contaminés. J'ai fait une restitution. J'ai expliqué le combat qu'on menait, ce qui rend plus audible et qu'on comprenne aussi, que chacun comprend, parce que moi non plus, je ne savais pas comment réellement ça se passait à l'Assemblée nationale avant d'être projeté dedans. Donc voilà, c'est, je pense, une mission qu'on a qui est absolument essentielle. Et d'arriver à faire le grand écart entre le national et le local en permanence, finalement. C'est pas un grand écart, parce qu'en fait, les problématiques qu'on voit au national, elles se répercutent. Elles se répercutent, mais il y a aussi des choses qu'on veut changer et qui viennent du local et qu'on peut porter. Et on est investi quelque part, en étant élu, de porter cette parole là et de faire en sorte, Ségolène parlait des bureaux de poste, en fait, en commission des affaires économiques, on interroge le PDG de la Poste au niveau national, et je confirme qu'il n'est pas dans un état d'esprit de réouverture de bureaux de poste et d'arrêter cette politique libérale de fermeture une à une d'un service public qui est quand même essentiel pour bon nombre de concitoyens, et donc c'est aussi notre mission d'aller gratter, d'interroger, d'auditionner, de contrôler aussi l'application des lois, qui est une mission qui prend aussi beaucoup. Oui.
Ségolène Amiot, vous faites partie de la commission des affaires sociales. Les défis sociaux aujourd'hui sont très, très nombreux, on en a parlé tout à l'heure. En cette rentrée, moi je pense tout particulièrement aux étudiants nantais, mais comme de nombreux étudiants en France, qui peinent à se loger et parfois à se nourrir. Quels sont les leviers d'action dont vous disposez justement ? Eh ben, un des tout premiers leviers que nous allons avoir, c'est le vote du PLFSS, donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui couvre plusieurs domaines. Hein. Ça couvre toutes les aides aux familles, ça couvre les aides aux personnes âgées, ça couvre les aides aux personnes en situation de handicap et évidemment la sécurité sociale, la maladie et l'accompagnement dans la maladie. Et donc, ce projet de loi de financement, c'est tous les ans, au mois d'octobre, qu'il est proposé. Et donc, c'est le moment, justement, où on va pouvoir... Donc, c'est le gouvernement qui propose un projet. Et nous, en tant que députés, nous allons pouvoir amender ce projet. C'est rajouter des choses, en enlever, répartir les fonds différemment. Et malheureusement, si ça ne se finit pas par un 49.3, c'est-à-dire si le gouvernement... On en a vu pas mal déjà. Voilà, ne décide pas de faire finalement comme il l'entend, alors le Parlement, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que du coup, ce sont la voix de tous les représentants qui est prise en compte. C'est donc le Parlement qui modifie ce projet de loi et donne une orientation différente. Et c'est là où déjà, on a un premier levier. Après, on a évidemment d'autres propositions de loi. On avait la loi sur l'accompagnement de la fin de vie qui aurait dû être voté en fin de mandature, qui n'a pas été, le vote final n'a pas eu lieu. On sait du coup qu'il va falloir recommencer l'intégralité du travail. Et donc c'est votre commission? C'est ma commission qui va plancher sur ce sujet et qui va devoir recommencer effectivement l'intégralité du travail. Et du coup, pour compléter ce que vient de dire Julie sur comment on reste en contact avec le terrain, comment on se nourrit finalement. Moi, je me nourris de ce que les gens peuvent m'apporter. On a tous des méthodes différentes. Pour ma part, j'ai des permanences populaires, c'est-à-dire je me mets à la disposition dans la rue de mes concitoyens un peu partout sur ma circonscription tous les 15 jours. Et on a mis en place avec mon ancien suppléant, et on va maintenir ça au cours de ce nouveau mandat, des assemblées populaires de circonscription, c'est-à-dire des moments où on invite tous les habitants avec... Évidemment, en arrière-plan, on a un programme NFP, on avait un programme NUPES. On ne va pas déroger au programme non plus. Mais par contre, inviter tous les habitants et les habitantes à venir nous expliquer leurs problématiques locales et inviter d'autres habitants à travailler avec eux. Et nous, en tant qu'élus, on va chercher d'autres élus qui vont pouvoir nous aider, des élus locaux, des élus régionaux, départementaux, des élus municipaux, pour que chacun prenne sa part et aide à faire avancer un dossier. Je pense par exemple au moratoire qu'on a obtenu sur l'installation d'une station-service Total sur une zone humide à Vigneux de Bretagne. Je pense aussi... C'était votre grand combat. C'est un des combats, mais je pense aussi à l'école Nelson Mandela à Saint-Herblain qui réclame la possibilité d'être reconnu comme un établissement d'éducation prioritaire et donc les moyens qui vont avec, évidemment. Et ça a participé justement de la mobilisation des gens et ce sont d'ailleurs des citoyens qui se sont joints à la mobilisation ensuite du choc des savoirs qui a permis, je pense aussi, de fédérer, de créer du nombre lorsque les parents et les enseignants se sont mobilisés. Et dans ma circonscription, on avait déjà des collectifs de parents qui étaient déjà prêts à se mettre en action, qui avaient déjà l'habitude de discuter, ou du moins d'essayer de discuter avec le rectorat, avec le DAZEN, avec le ministre même de l'Éducation, du moins ils ont essayé. Et qui du coup avaient déjà pris l'habitude de travailler ensemble et d'écouter la voix des uns et des autres pour aller dans un choix. Donc en fin de compte, ce sont des gens qui faisaient de la politique, tout simplement. Du terrain. Exactement. Fabrice Roussel, vous, c'est la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors, votre première réunion en commission développement durable, justement, et aménagement du territoire, elle s'est déroulée hier, si je ne me trompe pas. Non, en fait, elle se déroulera la semaine prochaine, elle a été reportée. Ah, elle a été reportée. Zut, alors parce que j'allais vous demander quels sont les dossiers qui sont à l'ordre du jour, mais peut-être que vous en avez quand même une idée, et les priorités pour le territoire.
Bon, aujourd'hui, dans les dossiers à l'ordre du jour, c'est la nomination des rapporteurs pour rendre les avis budgétaires sur 2025. Bon, on n'a pas encore le budget, donc, et je pense qu'on va être dans un timing très serré. Enfin, on verra comment ça se passe, mais enfin, on va être dans un timing très serré quand même pour faire ce travail-là. Moi, j'ai identifié plusieurs sujets. Tout d'abord, les questions d'aménagement du territoire, étant élu local depuis un certain nombre d'années. Donc, comment on travaille pour avoir un aménagement plus juste, plus solidaire, plus cohérent. Moi, je suis sur une circonscription où il y a de grandes disparités de services publics. Il y a des déserts médicaux. Hein, donc, c'est aussi un des chantiers sur lesquels je souhaite m'appliquer. Chantier qui avait été initié par Guillaume Garot dans une démarche transpartisane et qui a été refusée par le gouvernement. Donc, nous souhaitons reprendre ce travail-là. Et puis après, moi j'ai également identifié le sujet, j'évoquais la situation de Sonia Duval, donc le sujet de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, à la fois on a des dispositifs très complexes et des baisses du budget de l'État. Donc comment on soutient une filière, comment on simplifie les démarches, c'est essentiel pour l'avenir. Il ne faut pas refaire sur les pompes à chaleur ce qu'on a fait notamment sur les panneaux solaires. Donc ça, c'est évidemment un enjeu prioritaire pour moi. Et puis aussi des sujets locaux, mais qui ont forcément un lien avec le national. Je pense à la qualité de l'eau, aux zones de captage. Voilà, on a un sujet, par exemple, sur Nord-sur-Erdre, dans des relations qui ne sont pas simples avec l'État. Donc comment là aussi on permet à la fois aux élus locaux d'être mieux entendus, et puis aussi à l'État de pouvoir vraiment agir et pas laisser les choses filer. Et puis, Julie l'évoquait, dans ma commission, il y a le transport aérien. Hein, donc, voilà comment... Dans Atlantique, il y a du travail. Voilà, donc comment il y a des propositions, il y a des sujets qui sont sur la table, notamment avec le Sénat. Donc comment, effectivement, là aussi, les sujets de régulation, de couvre-feu sont beaucoup mieux traités, permettent aussi aux élus locaux d'être mieux entendus, parce que c'est ça, même si il y a des comités, il y a des discussions avec les services de l'État, mais là aussi, comment la loi encadre mieux cela. Donc là aussi, ça fera partie certainement de mes travaux. Et puis pour finir, un petit sujet local. Voilà, vous savez, je suis attaché à l'accès aux rives de l'Erdre, donc c'est un dossier qui avait été beaucoup travaillé par mon prédécesseur socialiste Michel Ménard, qui a été laissé à l'abandon pendant cette année avec le mandat de Sarah El-Haïry et de Luc Gesmar. Donc je souhaite aussi reprendre ce travail, là aussi, pour mieux clarifier les choses et faire tout simplement en sorte que la loi puisse être respectée. La transition, elle est faite quand même, Julie Larenos, parce que vous êtes à la Commission des affaires économiques, mais vous venez de proposer une loi sur l'énergie et le climat. Quel est l'objectif poursuivi par ce nouveau texte ? Les sujets énergie-climat se traitent à la Commission des affaires économiques et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité à nouveau siéger à cet endroit-là. Tout simplement parce que sur le climat, non seulement Macron n'a rien fait, mais pire, a opéré des pires reculs, que ce soit sur la biodiversité ou sur le climat, qu'on ne pensait même pas imaginables. Le gouvernement était tenu, avant le 1er juillet 2023, de proposer une loi de programmation énergie-climat. Puisque, vous le savez, avant de savoir comment on diminue, comment on rénove un quartier, comment on rénove des copropriétés, comment on diminue notre consommation d'énergie dans les transports pour remettre plus de trains sur les rails, plus de transports publics, ça ne se fait pas en 6 mois ou 1 an. Et il faut donc une planification écologique et une planification énergétique. D'une part, pour faire baisser notre consommation d'énergie, parce que c'est une absolue nécessité, aussi pour être moins dépendant de forces comme la Russie, etc. De l'autre côté, il faut faire monter en puissance notre production énergétique qui ne produit pas de CO2. Et qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on ne pourra pas, et Flamanville en est un des exemples, mais faire de nouvelles centrales nucléaires avant 2040. Or, l'impératif écologique se passe à 2030. Il faut faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre à cet horizon-là. 2030, c'est dans pas très longtemps. Et donc, on a urgemment besoin d'une loi de programmation, que ça soit inscrit dans la loi, nos objectifs en termes de réduction de consommation, mais aussi de production, et notamment en matière d'énergie renouvelable, qui est le seul recours réel aujourd'hui d'ici 2030. Pourquoi il faut l'inscrire dans la loi ? D'une part, c'était une obligation réglementaire, mais aussi parce que quand vous discutez avec la filière des énergies renouvelables, Fabrice parlait de Sonia Duval à juste titre
sur, par exemple, la rénovation. On a créé une bulle sur la rénovation, sur les pompes à chaleur. Le gouvernement, à travers MaPrimeRénov', a subventionné des monogestes et juste des changements de chauffage, sans regarder l'enveloppe globale des bâtiments. Donc, des fois, il y a des pompes à chaleur qui ont été installées dans des logements qui ne sont pas du tout adéquates. Et donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, des entreprises, concrètement des entreprises, des filières industrielles dans les territoires, voient des stop and go. Et donc, ça crée de la casse, ça ne construit rien. C'est pareil sur General Electric, sur l'éolien. Enfin, en tout cas, il y a Systovi. Je suis obligée de vous couper parce qu'on va devoir passer à la chronique de Tanguy Bertrand. En fait, une loi de programmation énergie-climat, c'est une absolue nécessité. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai déposé cette proposition de loi qui est en accord avec les objectifs que la France et l'État français doivent prendre. Et il est absolument essentiel de l'inscrire dans la loi. Merci beaucoup pour ce panorama que nous